Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire, 90 minutes à passer ensemble pour analyser, décortiquer toute l'actu du monde du sport d'ici et d'ailleurs. 20h22, installez-vous confortablement. LGT démarre maintenant, sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive en rapport avec la CAN 2025 au Maroc et ses dents cagneuses. CAN 2025, éléphant, quelles leçons tirez-vous de la campagne marocaine? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Dorgelès Kofi et sa team. Allez, nous sommes de retour sur la 3, bien sûr, avec moi pour ce tout premier numéro de la semaine. Coach Koudounio Adelaide, bonsoir coach. Bonsoir Dorgelès. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Juste à côté, Rachinguessan, bonsoir. Dorgelès, bonsoir. À ma gauche, coach Rigaud, bonsoir coach. Bonsoir Dorgelès. Et bonsoir également à Jean-Philippe Auria. Bonsoir Dorgelès. Allez, on rappelle que les 52 matchs de la CAN sont à suivre en direct en intégralité sur la 3, bien sûr, et puis la 3 pour vibrer Radio Côte d'Ivoire pour vivre, et puis RTI Play pour revivre. Et c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026, dernière semaine, bien sûr, de la CAN qui se déroule en ce moment au Maroc. La question LGT de ce soir, éléphant, bien sûr, quelles leçons tirez-vous de la campagne marocaine? Pour nous appeler, plus 225 27 21, 59 93 99. Allez, on va prendre la direction de Marrakech pour notre rubrique Les experts de Cathy. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. On est ensemble. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. Continuez à suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. Et oui, ils l'ont dit eux-mêmes, ces éléphants de Côte d'Ivoire continuent à suivre la Coupe d'Afrique des Nations sur les antennes du groupe RTI. Bonsoir Dorgelès, bonsoir à tous, bonsoir braves Ivoiriens, bonsoir braves éléphants, parce que oui, les éléphants sont tombés face au pharaon d'Égypte, mais la lutte continue, on tombe, on se relève. Retenez bien que découragement n'est pas ivoirien. Et la RTI sera toujours avec vous pour continuer la CAN, pour continuer cette belle fête du football africain. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur ces quarts de finale en insistant bien sûr sur le match de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Et pour en parler, je suis avec des consultants. À ma droite, Ricardo Zama, Alain José, bonsoir. Bonsoir Cathy. C'est un plaisir de passer ces moments d'émotion avec les éléphants. Oui, bien sûr, et surtout beaucoup de contacts également. On continue de prolonger l'expérience. Il faut noter au passage que je suis à ma 10e CAN. Et donc, ça fait beaucoup. En tout cas, félicitations. Et vous le savez maintenant, la RTI, ce n'est pas seulement la télévision, il y a la radio, il y a le digital, il y a plusieurs autres entités. Et je suis ce soir avec l'une des figures de la radio nationale. Il s'agit de Brice Kwasi. Bonsoir. Bonsoir Cathy, bonsoir à tous. Content d'être là. C'est moi également. 6e CAN désormais. Ça fait un peu beaucoup maintenant. Ah oui, 6e CAN. 10e CAN, 6e CAN. En tout cas, félicitations à vous pour ces compétitions. Et vous avez remarqué sur ce plateau, j'ai deux jeunes qui nous accompagnent. Il s'agit de Balo qui a suivi donc cette Coupe d'Afrique des Nations avec Ricardo Zama. C'est une belle expérience. Oui, bonsoir Cathy. Effectivement, c'est une très très belle expérience. J'ai beaucoup appris. Ah oui, vous allez nous dire ce que vous avez appris un peu au cours de cette belle expérience. Et puis, cette jeune dame qu'on a maintenant, qui elle est à sa première CAN, donc 10e CAN, 6e CAN, première CAN. C'est une belle expérience également. Pascal connaît. Oui, Cathy, une très belle expérience. On est venu apprendre auprès de nos aînés, auprès de nos dévanciers. Vous allez nous dire aussi ce que vous avez appris pendant tout ce temps ici au Maroc. Et il est assis à côté de moi parce que c'est un invité spécial. Il s'agit bien sûr de celui qui a été le métronome, qui a été au centre de l'animation ici pour les Ivoiriens, ici à Marrakech. C'est bien le président du CNSE. Bonsoir président, docteur Adonis. Bonsoir Cathy. Alors, comment ça s'est passé? Pas trop découragé? Pas du tout, pas du tout. L'éléphant trébuche, mais il ne tombe jamais. Et nous sommes déjà debout et en équilibre
pour les futurs combats. Et pour le mondial, qui arrive très bientôt. Très bientôt, il est même là. Il est déjà là. Voilà, alors messieurs, nous allons parler un peu, et dames, nous allons parler un peu de ces quarts de finale qui se sont déroulés depuis quelques jours. Eh bien, on commence évidemment par le match de la Côte d'Ivoire, celui qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Égypte. C'était un match très intense, mais malheureusement, les Ivoiriens sont tombés 3-2. Oui, malheureusement, les éléphants sont tombés au moment où on s'attendait le moins, mais face à un adversaire connu par le public ivoirien, c'est un classique, puisque c'est une affiche très bien connue. L'Égypte a fait de l'Égypte. L'Égypte a joué comme on s'attendait à cela, parce que l'Égypte, c'est pratiquement une équipe qui laisse le jeu. Ils savaient bien que les éléphants étaient en train de monter, on dira, en puissance. Après le match, la large victoire face au Burkina 3-0, on a vu une très belle équipe, une équipe qui avait désormais des certitudes au milieu et en attaque. Mais l'Égypte a montré qu'il avait le sens tactique lorsqu'il jouait face aux éléphants de Côte d'Ivoire. L'Égypte a démontré son efficacité. Ils ont été cliniques. 4 occasions de but sur l'ensemble des 90 minutes. 3 buts inscrits par l'Égypte avec ses stars qui sont Mamouche et bien sûr et Mossala. Mais l'Égypte a mangé la Côte d'Ivoire une nouvelle fois dans le milieu, dans son organisation, dans son sens technique et puis surtout dans son efficacité face à une équipe ivoirienne qui est partie avec de l'émotion, avec des jeunes, mais des jeunes qui manquaient d'expérience. Et l'Égypte a eu raison grâce évidemment à son sens tactique, à son habitude de jouer comme ça face à la Côte d'Ivoire. Ce match, Ricardo Zama. Oui, Brice a déjà fait tout le tour. C'est vrai, les Ivoiriens auraient voulu que les éléphants ajoutassent une 4e étoile à leur palmarès. Malheureusement, le chemin s'arrête là. Mais au moins, ce que je retiens, d'ailleurs beaucoup plus de satisfaction que de crève-cœur, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas vécu le cauchemar de OM en 2017, où parti en compétition avec le titre de champion d'Afrique, nous sortons très rapidement par la petite porte, même par la fenêtre, au détour du premier tour. Aujourd'hui, on a fait du progrès. En 92, on était allé après à Tunis en 94. Nous sommes arrivés en demi-finale. Cette fois-ci, la route s'arrête à l'étape des quarts. Mais comme je disais, beaucoup de satisfaction. Parce que c'est vrai, il y a cette bleusaille de Fayet, c'est-à-dire les nouvelles recrues de Fayet et Mers, qui auraient elles aussi voulu brandir ce trophée. Mais au final, on a quand même retenu un bon groupe, c'est-à-dire de bons bourgeons germinatifs autour desquels l'équipe va évoluer désormais. Et donc, c'est ce que nous retenons, c'est ce qui est essentiel pour moi. Les jeunes se sont battus jusqu'au seuil de l'humainement possible et donc ils ont donné satisfaction. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, quand les joueurs se battent comme ça, quand ils sont éliminés, il n'y a pas beaucoup de critiques acerbes à leur endroit. Donc c'est un bon groupe qui s'est forgé parce qu'on avait également du mal à dégager un noyau. Aujourd'hui, on a cette cellule-là sur laquelle va reposer notre équipe nationale désormais. D'accord. On a un troisième consultant qui, lui, n'est pas sur ce plateau, mais qui donne son avis. Il s'agit bien sûr de Joseph-Antoine Bell. Écoutons-le. Je crois que, malheureusement, ce match s'est déroulé comme je le prévoyais, comment je le pressentais. Il me semblait évident que les Égyptiens allaient attendre plus tôt les éléphants, qu'ils allaient les contenir, mais qu'ils allaient évidemment exploiter les deux attaquants de classe mondiale qu'ils ont et qu'il fallait absolument que du côté de la Côte d'Ivoire, on reste très concentré malgré la possession de balles qui allait être en faveur de la Côte d'Ivoire. Et je crois que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est que l'attention que j'annonçais qu'il leur serait exigée dans ce match a été battue très rapidement en brèche. Ils ont été pris rapidement en défaut de concentration, et les Égyptiens ont été confortés dans le plan de jeu qu'ils avaient. Ils menaient, ils pouvaient attendre et voir venir, et ça leur a permis de continuer comme ça. Et du coup, les éléphants ont dû courir après le résultat pendant tout le match. Ils ont toujours été menés, et donc les Égyptiens se sont retrouvés vraiment dans un fauteuil, dans la mesure où ils venaient pour voir venir,
et ils voyaient venir en étant toujours devant au score. Donc à aucun moment obligé, ce sont des gens qui viennent avec la mentalité prête pour aller au bout. C'est-à-dire qu'ils sont préparés psychologiquement à aller en prolongation, donc ils ne sont pas pressés en disant il faut qu'on marque un but. Non, et vous allez venir, nous on a le temps pour vous marquer un but à un moment ou à un autre. Et ça, il fallait que la Côte d'Ivoire se rende bien compte qu'avec Salah et Marmouche, l'Égypte avait deux armes fatales devant qui font qu'on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Voilà l'avis de Joseph-Antoine Bell. Mais aujourd'hui, Brice, alors on parlait tout à l'heure, on viendra à vous, Président. Brice, depuis un moment, on voit également sur les réseaux sociaux, et puis on l'a vécu, hein, on se dit l'Égypte est la bête noire des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est votre avis ? Oui, c'est mon avis, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne retire pas véritablement les leçons lorsqu'on joue face à l'Égypte. J'ai commenté ce match, Côte d'Ivoire-Égypte, cette défaite de 3-2, mais ça ressemble étrangement, Zama va peut-être plus aller en profondeur, au match en 2008 où on était en demi-finale de Côte d'Ivoire-Égypte, où on a été battu 4-1. Regardez comment l'Égypte joue. On était au mieux de notre forme, avec au milieu, je me rappelle, bien sûr, au stade Bara du stadium de Koumassi, Baba Yara, stadium de Koumassi. Il y avait au milieu, figurez-vous, on avait Maestro Zokora, on avait Yaya Touré, on avait Salomon Kalou, on avait Kader Keita, on avait Didier Drogba, la génération dorée. Mais l'Égypte nous a mangé au milieu avec Fatih et Mohamed Aboutrika, Hamzaki devant. Ils ont laissé le jeu aux éléphants. Les éléphants ont dominé et l'Égypte, à la moindre erreur, ils ont eu à casser du Yaya au milieu et ils ont procédé rapidement par contre pour nous marquer 4 buts, but de Aboutrika, but de Hamzaki. Pareil pour ce match. On n'a pas retenu cette leçon. Ils ont cassé du Franck Kessié avec Fatih. Ils ont mis à côté de lui, en dessous de Al-Ali. Et puis une défense totalement Al-Ali et deux attaquants expérimentés cliniques, Mamouche et bien sûr également Mo Salah. Ça fait la différence. Il faut qu'on apprenne à ces matchs. Il faut qu'on étudie les matchs de l'Égypte comme l'Égypte étudie la Côte d'Ivoire. Alors, plus qu'une bête noire, hein, l'Égypte se présente désormais comme un basilic démoniaque qui terrifie les Ivoiriens. Mais vous le savez, hein, tous les mythes se brisent. On l'a fait avec le Congo et véritablement avec le Ghana. Je suis convaincu qu'avec la génération que nous avons, ce mythe-là sera brisé un jour. Ah bien sûr, on attend ce jour-là avec impatience. Président, ces matchs déjà, comment vous avez vécu ces matchs-là et quel était l'apport du CNSE et puis un mot sur le match face à l'Égypte? Je voudrais déjà saluer tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire et leur dire merci pour la belle mobilisation qu'ils ont faite autour de nos pachydermes. Oui. Alors ce match contre l'Égypte, nous l'avons vécu, j'allais dire, difficilement, avec beaucoup d'émotion, parce que dès l'entame du match, nous avons été douchés et je me demandais comment est-ce qu'on... 6e minute, voilà. Le temps de s'asseoir. Le temps de s'asseoir, déjà on avait pris le premier but et ensuite le deuxième but est venu trop rapidement, le temps qu'on se réorganise et donc ça a été difficile. Mais au passage, disons merci à nos Ivoiriens ici à Marrakech, disons merci au peuple marocain qui nous a aidés à pousser les éléphants, à relever ces deux buts et malheureusement nous avons pris un troisième. Mais nous sommes fiers de nos pachydermes et nous disons merci à la population marocaine et à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. Il y a la CAN et la Coupe du Monde qui arrive. Nous mobilisons nos forces pour pousser nos éléphants. Merci Président. L'Égypte qui pour l'instant est donc la bête noire des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ça prendra fin un jour certainement. Il y a un éléphant également qui réagit à cette affirmation. Il s'agit bien sûr de Bonaventure Kalou. Écoutons-le. C'est toujours le même scénario avec l'Égypte. On savait qu'ils allaient nous laisser le ballon. On savait qu'ils ne venaient pas pour faire le jeu. Ça, le coach l'a dit. On savait aussi qu'ils allaient jouer sur nos erreurs en phase de transition. C'est exactement ce qui est arrivé, malheureusement pour nous. Ils ont été très cliniques, ils ont eu 3 occasions, ils ont marqué 3 buts. Et puis après, ils n'ont rien proposé. On a fait tout le jeu. On a dit que c'est... ils ont joué d'expérience. Voilà. Parce que finalement, un match, c'est pas la possession de balle, on l'a eu. C'est pas la domination dans le jeu.
Ça, on l'a fait, c'est le résultat. Et puis, finalement, pas avec beaucoup de déception parce qu'il y avait la place pour pouvoir passer. On est tous déçus, les joueurs encore plus, parce que je sais qu'ils savent qu'ils sont passés à côté d'une demi-finale. La Côte d'Ivoire est donc tombée face à l'Égypte en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule ici au Maroc. Les autorités ivoiriennes ont mis tout en œuvre pour que la fête soit belle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutons maintenant le président de la Fédération ivoirienne de football. Juste après la défaite des éléphants, c'était dans les vestiaires et à sa suite, le ministre des Sports, M. Metch Silas. Sérieux. J'ai vu à quel point vous vous êtes donné pour le pays. Mais ce soir, appelons un chat, nos adversaires ont été plus forts que nous. Ça ne remet pas en cause vos qualités. Ça ne remet pas en cause vos compétences. Ça ne remet pas en cause notre projet. Par contre, nous devons analyser avec beaucoup de lucidité nos faiblesses, ce qui n'a pas marché, et corriger. J'ai l'avantage de vivre avec vous au quotidien, de partager vos repas, de partager vos causeries, vos entraînements. Et nous tous ici savons ce que le coach a dit à la causerie, dont le mot le plus important était la concentration. Malheureusement, l'expérience que nous avons, jouer contre l'Égypte et prendre un but après 5 minutes de jeu, c'est se faire harakiri. Parce qu'on passe le temps à courir derrière, on ne s'en sort pas. Mais au plan technique, les enseignements seront tirés. Mais je tiens à vous remercier, très sincèrement, pour votre engagement, pour votre implication, pour le travail que vous avez fourni. Je voudrais en votre nom remercier le chef de l'État qui a mis des moyens à notre disposition à travers le gouvernement. Je voudrais aussi remercier tous les Ivoiriens qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous, qui nous ont accompagnés de leurs prières. Je voudrais m'excuser auprès d'eux si le résultat attendu n'a pas été atteint. Ce n'est de la faute à personne, ce n'est de la responsabilité d'aucun de ces jeunes gens, c'est de la responsabilité de tout le groupe. Nous sommes un groupe. Si on avait gagné, on aurait été tous très heureux. On a perdu, on est tous très malheureux, mais ça ne remet pas en cause le travail qu'on a fait. Le coach et ses adjoints vont travailler à préparer la prochaine fenêtre FIFA du mois de mars, parce que nous sommes dans la construction d'un projet qui allait à la Coupe du Monde, faire la meilleure participation possible, jamais réalisée par une équipe ivoirienne. C'est le prochain objectif. Donc individuellement, chacun, je vous remercie. Je vous remercie et je vous souhaite de rentrer chez vous en bonne santé, retrouver vos familles, reprendre votre travail qui est un travail difficile dans vos différents clubs, retrouver vos places et avoir à l'esprit que quand on est ivoirien, on peut souffrir, on peut tomber, mais on ne doit jamais abandonner. Et nous les Ivoiriens, on n'abandonne jamais. Donc les gars, le combat continue et j'ai confiance en vous. Merci. Ma déception, elle est grande. Nous étions venus pour nous qualifier pour les demi-finales. Bon, il y a les réalités du jeu sur le terrain, il y a l'état d'esprit également de nos joueurs. Bon, malheureusement, on s'en est tiré avec cette défaite, alors qu'on aurait pu remonter l'Égypte au score et même mettre notre but. On a joué figé. Donc, il faut tirer les conséquences de manière froide et nous organiser pour le mondial. On a raté un poulet, il faut chercher à aller maintenant à la conquête d'un mouton. Je pense que c'est la loi du sport, soit on gagne, soit on perd. On voulait gagner, on avait la rage de gagner, on avait l'esprit pour gagner. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Bon, il faut en tirer les soins et avancer. On va donc passer à d'autres matchs de ces quarts de finale. Il y a eu bien sûr d'autres matchs à part celui de la Côte d'Ivoire. Le Maroc, le pays organisateur qui s'est qualifié face au Cameroun.
Oui, le Maroc a aussi le niveau de son football, hein, parce qu'on le sait, c'était une équipe qui ne rassurait pas lors de la première phase de poule, même en huitième de finale. Il fallait montrer notre visage. Ils avaient été soutenus par leur public. Mais je crois que le retour d'Akraf Hakimi a donné bien sûr, un bol d'espoir encore à ce peuple marocain qui finalement a gonflé son football face à une équipe du Cameroun qui, pour moi, était arrivée un peu à la limite. Hein. Le Cameroun a poussé. On sait comment ils ont été organisés pour venir jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la logique a été respectée. Le Maroc partait favori. Ils ont eu à gagner petitement, c'est vrai, 2-0 tout de même. Mais c'était quand même une belle équipe du Maroc qui a montré un autre visage. Et ça a rassuré tout de même le peuple marocain. Maroc, Cameroun, Sénégal, Mali. Cameroun, Maroc. C'est un match qui a été de très belle facture. Et comme dans tous les matchs de haut niveau, eh bien, la moindre inattention se paye. Et donc, les Camerounais en ont fait les frais. Absolument. Et le Nigeria pour ce match face à l'Algérie? Le Nigeria face à l'Algérie, le Nigeria est venu avec beaucoup d'arguments physiques et techniques en même temps. Et puis, il faut indiquer au passage que les Fennecs d'Algérie sont arrivés dans ce match avec beaucoup d'énergie laissée face à la RDC. Et donc, ils n'ont pas pu vraiment essayer de se ravigoter pour affronter le Nigeria. Et donc, ils l'ont payé également. Voilà. Une belle équipe du Nigeria qu'on retrouve depuis quelques années. Je suis bluffé, bluffé par cette équipe du Nigeria. Figurez-vous, elle a terminé 9 points sur 9 en phase de poule. Elle a sorti avec aisance la Tunisie. Elle a vraiment joué un grand match, un grand Nigeria face à l'équipe de l'Algérie. 14 buts marqués, meilleure attaque avec le duo Victor Osimhen et Lookman. C'est vraiment une équipe qui part maintenant avec la faveur des pronostics dans cette compétition. Le Nigeria nous impressionne. Mais je l'ai dit, lors de notre dernier plateau, bien sûr, c'est 2 revanchards. Le Nigeria finaliste malheureux, associé à Eric Chekouchen, l'entraîneur du Mali, ça donne évidemment ce que ça donnait. Et bien, le Nigeria part pour moi comme l'un des favoris désormais dans cette compétition. Ah oui, l'un des favoris parce que le Nigeria qui a un très beau jeu, on l'a vu, président. C'est donc des quarts de finale là, qui ont répondu à nos attentes. Hein. Il y avait de très beaux matchs. Oui, c'est des quarts de finale qui ont répondu à notre attente et ça montre que le niveau du football africain est vraiment très relevé. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes africaines. Je disais justement à nos éléphants, soyons humbles. Restons humbles, parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Et nous avons vu, les demi-finales, les quarts de finale ont été très alléchantes. Et le futur encore, pour les matchs qui vont opposer en termes de demi-finale, vraiment, on est gâtés. On est gâtés, oui. Oui, un petit mot par rapport à la qualité du football africain dont parlait le président. Cela s'est ressenti également sur les bancs de touche, parce que, figurez-vous qu'à la CAN de 2015, il y avait... sur les 16 entraîneurs, il y avait 3 entraîneurs africains. Et dans cette CAN 24, il y a 14 entraîneurs africains. Et en quart de finale, en huitième, il y a 5 entraîneurs expatriés qui arrivent. Et ils sont tous éliminés à l'étape des huitièmes de finale. Et on retrouve des demi-finales avec 4 entraîneurs africains. Et c'est dire que sur le banc de touche, il y a du progrès. Et belle promotion en tout cas pour les entraîneurs africains. Alors les jeunes, on va parler avec vous tout à l'heure. Hein. Vous allez nous parler en quelques mots de vos expériences ici à Marrakech, au Maroc, mais surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, avant cela, nous allons faire une petite virée dans les montagnes. Ici à Marrakech, il y a une mythique place qui s'appelle la Jama El Fna. Et c'est à visiter absolument. Les équipes de la RTI et même les touristes y sont. Nous avons visité cette place pour vous. Pascal Koné, accompagné de Orlus et bien sûr de Ben Dendane, vous offre cette belle carte postale. Oukemden est une station de ski très populaire dans le Haut Atlas marocain, à seulement 50 km de Marrakech. Elle est réputée pour être la plus haute station d'Afrique, avec des pistes de ski en hiver et de superbes possibilités de randonnée, offrant un contraste saisissant avec Marrakech et une immersion dans les cultures berbères locales. Pas cher, c'est 10 balles par 2 heures. Tu fais 3 montées, 4 montées, t'es déjà rincé. Parce que la remontée mécanique, elle marche pas aujourd'hui, mais normalement il y a les remontées mécaniques et du coup les boots de snow, elles se mettent normalement je pense sur tous les snows. Ouais. Et voilà, après il y a pareil pour le ski, la chaussure de ski qui va sur le ski avec la tâche de ski et on peut louer le casque, le pantalon, la veste et voilà quoi. Et bienvenue au Maroc.
L'accès à Oukemden se fait principalement en voiture personnelle ou en taxi depuis Marrakech en empruntant une route offrant de beaux paysages. Il faut prévoir 1h30 à 2h de trajet en tenant compte des conditions de circulation et la météo qui confrontent souvent les aventuriers à de fortes neiges ou à des embouteillages. Ça dépend des années. Vous avez vu, les gens montent pour profiter de la neige, mais ouais, c'est de plus en plus rare. On a eu 6 ans de sécheresse, et là, au bout de 6 ans, vous avez vu, hein, la canne, vous avez vu, il y avait de l'eau, quoi. Il y avait de l'eau, donc de la neige. C'est une bonne année, une très bonne année. L'eau, la neige. Cette période de Coupe d'Afrique des Nations est l'occasion idéale saisie par ces Ivoiriens, venus suivre des matchs des éléphants de Côte d'Ivoire et profiter de ce paysage différent de celui d'Abidjan. Comme ici, c'est un grand site touristique, il y a la neige ici et tout ça. Donc nous sommes venus visiter et partant d'ici, on va maintenant à Gadir pour le match des quarts de finale. Première des choses. Nous sommes arrivés, nous sommes allés d'abord garer au parking, puis nous sommes venus voir les skieurs. Ils nous ont habillés, on commence à skier depuis à partir de 16h, 17h, on a commencé à skier, s'entraîner, l'émotion ici, c'est normal, tout le monde les Marocains sont accueillants, ils sont gentils, franchement, il faut le dire. Oukemden attire des milliers de visiteurs, surtout pendant le week-end et les vacances, avec des pics allant jusqu'à 30 000 personnes par jour lors des fortes chutes de neige, grâce à son statut de station de ski unique au Maroc, attirant locaux et touristes pour la neige et les paysages de montagne, même si la fréquentation dépend des conditions météorologiques. Ah, c'est beau, ces images, c'est vraiment beau de visiter ces montagnes. Pascal, vous y étiez. Oui. Racontez-nous un peu cette expérience. Oui, il fait extrêmement froid à Kati et c'est à plus de 4000 mètres d'altitude, ça a été relevé dans le reportage. Il fait extrêmement froid et l'accueil qui nous a été réservé a été digne du Maroc. Et un mot sur votre expérience ici, votre première expérience à la Cannes. Une très belle expérience et merci à la direction générale de nous avoir fait confiance. Et pour cette première expérience, nous sommes allés au cœur des supporters. On a vécu l'ambiance de plus près. Et merci également au peuple marocain pour la chaleur. Il ne faut jamais rater les expériences. En tout cas, bravo Pascal pour tout le travail abattu ici au Maroc. Et puis, à côté de vous, il y a bien sûr Balo, qui, je pense que vous avez vécu une grande expérience avec un grand monsieur. Racontez-nous. Absolument, un dinosaure du commentaire ivoirien. Je pense que j'ai appris plusieurs choses. Mais essentiellement, on va retenir que j'ai appris deux choses sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je dois avouer que j'ai appris une nouvelle expression. Les joueurs montent comme des soutiens-gorge. J'avais pensé que c'était une image. Ben, j'ai été surpris. Oui, j'ai été surpris de constater que c'est une expression française qui désigne le mensonge. Et sur le fond, j'ai appris la prudence. Parce qu'à un moment donné, on se laisse aller à la routine, on oublie d'écrire les introductions et les conclusions. J'ai appris avec lui que quelles que soient les circonstances et le contexte, il faut écrire les introductions et les conclusions pour être bien préparé et aussi apprendre vraiment à préparer ces matchs sur 2, 3, 5 jours pour faire le tour des différentes informations et ensuite aller très tôt au stade pour éviter toute tracasserie. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre et c'est sûr que ça va me servir dans les années à venir. En tout cas, bravo. Et puis, bonne continuation. Et à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut écrire une petite anecdote. Même les présentateurs, il faut écrire. Parce que moi-même, là, qui suis devant vous, il m'est arrivé un jour avec Tchétché Aimé de lui demander « Ah, excusez-moi, vous appelez comment là ?» Voilà, donc c'est vraiment difficile. Donc sur le plateau, il faut tout écrire du début. On a dit la meilleure improvisation, c'est celle qui se prépare, tout simplement. Alors, messieurs, dames, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Et comme je vous le disais, messieurs et dames, eh bien, la RTI est encore ici au Maroc jusqu'à la finale. Là, vous aurez les demi-finales. Là, vous aurez la finale. Là, nous allons finir cette fête ensemble. Et puis, j'espère que vous suivez toutes les antennes de la RTI. Président, merci beaucoup. Merci, Cathy. Vous retournez quand ? Le 19. Le 19, voilà. Bisquassi. Merci Cathy. Bon, ce que je veux qu'on retienne, c'est que le champion 2019 a été éliminé en huitième de finale, le champion 2021 en huitième de finale, le champion 2023, lui, a été éliminé en quart de finale. Merci à vous d'être resté en notre compagnie, à Dorgelès. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve très bientôt.
À bientôt, que Dieu vous garde. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. On est ensemble. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. Continuez de suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. Continuez à suivre la CAN sur les antennes du groupe RTI. À l'instant, les experts de Cathy. Place à présent à notre première rubrique. CAN News. Éléphant, Christ Inao rêve du PSG. Lors d'une interview accordée à un média à la CAN, Christ Inao Oulaï a révélé son envie de rejoindre la Ligue 1 et son rêve de jouer avec le Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi j'aime bien la Ligue 1, un club qui me fait rêver aujourd'hui, le PSG. J'aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien, a confié le jeune joueur de 19 ans. L'ancien milieu de terrain de Bastia, en Ligue 2, ne cache pas son désir de retrouver la France. Arrivé à Trabzonspor l'été dernier pour 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA, l'international ivoirien devrait voir sa cote grimper avec ses belles prestations à la dernière CAN. Selon des rumeurs, plusieurs clubs européens sont intéressés par son profil. Algérie, Belgali et Zidane dans le collimateur de la CAF. Selon les informations de Mickey Junior, la Confédération africaine de football a ouvert une enquête au lendemain d'une fin de match électrique entre l'Algérie et le Nigeria samedi en quart de finale. Cette enquête vise à élucider le mauvais traitement perpétré contre les arbitres après le coup de sifflet final. Des séquences qui circulent sur les réseaux sociaux montrent Rafik Belgali en train de prendre à partie le trio emmené par le Sénégalais Issassi. Le gardien Lucas Zidane est aussi dans le collimateur de la CAF. Ces deux joueurs algériens risquent gros après le quart de finale houleux contre les Super Eagles, vainqueurs sur le score de 2-0. Toujours selon Mickey Junior, la CAF examinera également les rapports faisant état de l'altercation entre journalistes en zone mixte. Nigeria, de grosses primes promises en demi et en finale. Après le règlement intégral de leurs primes par la fédération avant le quart de finale qui les a vus éliminer l'Algérie, les Super Eagles pourraient toucher le jackpot. En effet, cette fois, c'est une promesse faite par le richissime homme d'affaires Abdul Samad Rabiou. Ce dernier s'est engagé à offrir aux Nigérians une prime de 300 millions de francs CFA en cas de victoire face au pays organisateur, le Maroc, et de qualification pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Il promet un bonus supplémentaire de 600 millions de francs CFA en cas de sacre. Aussi a-t-il pris l'engagement de verser une prime de 30 millions de francs CFA pour chaque but inscrit en demi-finale et 60 millions de francs CFA pour chaque but marqué en finale. De quoi motiver suffisamment les joueurs qui montrent un visage reluisant depuis l'entame de cette compétition. Victor Osimhen et ses coéquipiers vont-ils saisir cette opportunité pour aller au bout de leur aventure? Wait and see. Maroc, Brahim Diaz fait tomber de nouveaux records. Très en verve pour sa première participation à une CAN sur ses terres, Brahim Diaz profite pour faire tomber de nouveaux records. Grand artisan de la bonne marche du Maroc et buteur lors de l'élimination des Lions indomptables en quart de finale, le Madrilène écrit son histoire dans cette compétition. Buteur contre les Comores, le Mali, la Zambie, la Tanzanie et le Cameroun, l'attaquant marocain devient le premier joueur à marquer lors de chacune de ses 5 premiers matchs d'une édition à la CAN. Brahim Diaz devient également le deuxième joueur à marquer lors de chacun de ses 5 premiers matchs de sa carrière après le Ghanéen Osei Kofi en 1968. Et le second joueur à faire trembler les filets devant 5 nations différentes lors d'une édition de la CAN après l'Égyptien Gedo en 2010. Ce n'est pas tout. Brahim Diaz, pour l'heure, est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Maroc à la CAN, à égalité avec son coéquipier Youssef En-Nesyri et à une seule longueur derrière la légende Ahmed Farras qui compte 6 réalisations. À noter que le sociétaire du Real Madrid domine le tableau des buteurs de cette CAN avec 5 buts.
CAN 2025, le réveil des sélectionneurs africains. Les sélectionneurs africains montent en puissance. C'est le constat fait après les quarts de finale de cette compétition en terre marocaine. En effet, ils sont 4 à avoir conduit leur équipe en demi-finale. L'Égypte est conduite par Hossam Hassan, ancien international égyptien, à la tête de sa sélection depuis 2024. Le Nigeria est sous la houlette d'Eric Schell, malien, par ailleurs ancien joueur des Aigles du Mali et ex-patron de cette même sélection lors de la CAN 2023. Le Maroc est confié à Walid Regragui, ancien international marocain. Le Sénégal est dirigé par Pape Thiaw, successeur d'Aliou Cissé et ancien international sénégalais. Toutes ces équipes demi-finalistes sont sous la direction des techniciens africains, un exploit qui ne s'était produit qu'une seule fois depuis 1965. Mali. 2 matchs en 24 heures pour Néné Dorgelès. Quel week-end fou pour Néné Dorgelès, aligné à la CAN avec le Mali, puis avec son club Fenerbahçe. Entré en cours de jeu avec les Aigles, lors du quart de finale perdu contre le Sénégal, l'international malien a aussitôt pris la direction de la Turquie à bord d'un jet privé. En tout juste 24 heures, l'ailier de 23 ans a disputé 2 matchs, 2 rencontres d'une grosse intensité et surtout à 3000 km l'une de l'autre. Il a aussi pris part à la Supercoupe de Turquie qui opposait son équipe Fenerbahçe contre Galatasaray. Entré également en jeu à la 69e minute, il a largement contribué à la victoire des siens 2-0 lors de cette finale. Néné Dorgelès se souviendra sans doute longtemps de ce marathon. Allez, nous sommes de retour. CAN News, on commence bien sûr avec Jean-Philippe Aurier-Éléphant Christinao, rêve du Paris Saint-Germain. La révélation absolue des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est confiée à un organe de presse où il a avoué son amour pour la Ligue 1 française. C'est le championnat européen qui lui a ouvert ses portes pour la première fois quand il a quitté les bords de la lagune Brié. On l'a dit dans l'élément. Il est volé du côté du club de Bastia en Ligue 2. C'est de là que les Turcs sont venus le chercher pour l'envoyer du côté du Bosphore. Et il a dit, contrairement à plusieurs joueurs africains, même des pépites du football mondial, qui rêvent du championnat d'Espagne, d'Angleterre, lui, son rêve, c'est de voler dans la Ligue 1. Il dit que c'est un championnat qu'il adore énormément. Et en particulier, son rêve, c'est de jouer pour le Paris Saint-Germain. Ça tombe bien. On sait qu'il est suivi. On sait qu'il est courtisé par de nombreux clubs. C'est vrai que le milieu du Paris Saint-Germain, je dirais, fait énormément rêver. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'on a pu voir le tweet du directeur sportif du Paris Saint-Germain qui a dû suivre cette compétition avec une grande attention, je pense que forcément le club de la capitale française va cocher son nom quelque part parce que c'est une véritable pépite de 19 ans, Christinao. Pour nous, on lui souhaite simplement de pouvoir réaliser son rêve. Et au-delà même de cette information, il faut noter que Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, se serait saisi du dossier Yann Diomandé qui souhaiterait faire venir dans la capitale française. Et tout à l'heure, on a appris ici que Agbadou devrait partir du côté Besiktas, donc c'est dire également que ça bouge au niveau de la période des transferts pour nos joueurs. Donc on attendra jusqu'au 31 janvier pour savoir sûrement si du côté de Christinao, il y a eu des appels des différents clubs et pourquoi pas peut-être du Paris Saint-Germain. Allez, avec coach Rigaud, CAN 2025, le réveil des sélectionneurs africains. Ouais, je pense que ce n'est pas seulement en cette année. Quand tu vois la CAN quand même de 2019, la CAN aussi au Cameroun que les Africains ont remporté, les coachs africains, je pense que cette année, ils ont beaucoup confirmé, surtout qu'il y a un quator en demi-finale. C'est vrai qu'en quart de finale, il y en avait déjà 6. Que 4 s'invitent en demi-finale. Et véritablement, quand tu vois l'histoire d'Eric Schell, c'est édifiant parce que lui, il est malien et il exporte son savoir au Nigeria. Et ça, vraiment, c'est rare. C'est vrai, dans le temps, on a vu Stephen Keshi faire ça avec la sélection du Togo, mais véritablement, répéter ça au très haut niveau, on l'a vu venir avec le Mali. Et puis, on a attendu de voir un peu ce qu'il allait apporter au Nigeria et on constate que véritablement il a apporté de l'embonpoint à ce pays-là et véritablement je pense que les quatre coachs
ça doit envoyer un message fort à nos dirigeants africains, de ne pas chercher loin, d'essayer de nous responsabiliser, de nous donner cette envie-là, de nous envoyer en formation, parce que véritablement, quand vous regardez, la France est entraînée par un Français et que le Brésil est véritablement entraîné aussi par un expert européen. Ça veut dire que les Africains, si on les envoie ces choses s'exporter, si on les envoie en formation, si on les envoie, on met des conditions, il y a de la vie. Le Sénégal le fait bien, c'est un entraîneur africain qui était au Sénégal. Et la succession, on n'a pas forcément pris quelqu'un qui est expatrié, mais on a pris un Sénégalais pour pouvoir véritablement apporter cette suite-là. Et aujourd'hui, ça paye. Nous, on est vraiment heureux pour Faye. On espère que c'est vrai qu'on a fait une Coupe d'Afrique où on est éliminé en quart de finale, mais il faut penser à garder ce staff-là jusqu'au mondial, puisque c'est eux-mêmes qui nous ont qualifiés au mondial. Je fais un point parce que c'est un entraîneur ivoirien et ça permet à ce pays-là d'avoir chose, de se permettre aussi de préparer cet après-Faye avec des nationaux, pourquoi pas des nationaux, parce que je le vois qu'aujourd'hui on l'a fait et ça paye. Ça paye au niveau africain, on est en demi-finale et on n'a que des entraîneurs africains. On va aller en finale, on n'aura que des entraîneurs africains et puis des équipes qui te jouent le football moderne. Quand tu vois l'entraîneur du Maroc qui est porté par Regragui, vraiment qui a fait une demi-finale de mondial, un entraîneur africain, ça veut dire qu'il y a de la matière en Afrique et puis il y a de la valeur en Afrique. Vraiment, félicitations et puis bravo, bonne continuation. Je vais compléter. Depuis 1960, tous les cadres africains ont été formés. C'était une volonté politique qui manquait. Et je voulais dire merci aux politiques ivoiriens qui ont compris qu'en passant par nos cadres, on peut atteindre cela. C'est un record absolu que le jeune Faye bat. Il est champion d'Afrique. Il se qualifie pour la Coupe du Monde. Il fait un quart de finale. Attends, ils sont comme les cadres qui sont là-bas qui ont eu ce record. Pour moi, tout est dans la valeur. Regardez cette jeune dame, elle est entraînée dans la U17. Mais elle a été formée. Le pays l'utilise. Mais demain, vous allez voir. Donnez-lui un peu les moyens, vous allez voir ce qui va s'en suivre. Non, on est fatigué. Parce que moi, l'épisode de Hérissol me met encore dans la tête. En 2010, il était payé à combien? À près de 600 millions par mois. Le trimestre qu'il a passé ici, il nous a pompé combien de milliards? Pour peu. Donc, il faudrait aujourd'hui penser, et je félicite tous ces nationaux-là qui sont aujourd'hui dans le carré d'as pour montrer au monde que oui, l'Afrique s'est réveillée. Et c'est pour dire à MOCP que la Coupe d'Afrique ne peut pas aller à 4 ans. Parce que ces valeurs-là, il faut toujours les voir à l'œuvre pour pouvoir monnayer notre talent et les valeurs de la jeunesse africaine. Allez, on va rester avec vous, Rach. On va parler de l'Algérie et de la CAF. Begali et Zidane dans le collimateur de la CAF. Oui, il faut bien qu'ils soient sanctionnés. Quel est ce pays qui adore les faits divers? L'Algérie n'a jamais voulu accepter le verdict du rectangle vert. Pourquoi? Pour un match perdu, où le Nigeria vous a dominé, vous allez même vous en prendre aux arbitres. Le match se jouait à Agadir, non? Non, Agadir, c'était la Côte d'Ivoire. OK. Pas à Marrakech. Marrakech. Mais les Algériens ont tout cassé, ils ont mis Paris en sac, Lyon en sac, Marseille, toute la France dévastée par la tempête algérienne. Pourquoi? En 1998, on était au Burkina, l'Algérie s'est fait éliminer en quart de finale. Ils ont tout cassé à l'hôtel, des féquilles dans les draps et tout. Wow. C'est là que j'ai ouvert un œil sur ces gens-là. Ils disent non. Et pourtant, politiquement, c'est un pays assis. Mais ces enfants sont ingérables. Le fils de Zidane, il est épinglé. Ils vont le sanctionner. Parce que c'est lui qui a poussé ses amis à la... Toi qui viens de commencer avec l'Algérie, c'est pire que les Marais, c'est bien d'autres. Non, il faut faire attention. Non, mais après aussi, Marais, dans la continuité, c'est Non, je veux dire que le rassemblement, la CAN, c'est le rassemblement de la jeunesse africaine. Ce n'est pas le rassemblement des hooligans. Il faut que les jeunes viennent faire la fête. Et ces gens de comportement-là, il faut que la CAF se lève et sanctionne durement pour que ça ne se répète plus. Allez, il faut sanctionner les brebis galeuses au niveau de la CAF. Coach Koudouignon, Nigeria, de grosses primes promis, bien sûr, pour la demi-finale et la finale. On parlait de problèmes de paiement, de manque de moyens, mais on voit que tout d'un coup, on rejaillit, on parle de grosses primes.
Oui, c'est le moment de motiver cette grande nation de football qui, depuis les phases de poule, s'est manifestée, qui a animé vraiment cette belle fête de la CAN. Si aujourd'hui, l'État trouve qu'ils ont les moyens, ils peuvent le faire et on les encourage encore que de ce le pas faire. l'État, c'est un individu. D'accord. Si c'est un individu, on souhaiterait que ça soit vraiment fait avant que les enfants ne jouent les demi-finales. Parce qu'avant les quarts de finale, il y a eu un problème de primes. Aujourd'hui, si on propose déjà de grosses primes, je souhaiterais que déjà on dise que le virement est fait. Là, au sortir de cette... s'ils sont qualifiés, mais on souhaite que ce soit eux qui soient qualifiés. Malheureusement, ils sont tombés sur un pays, le pays hôte, le pays organisateur. On peut être fort dans tous les domaines, comme on les connaît. On connaît leur qualité, leur performance, mais on attend de voir. Donc la prime est une source de motivation et elle est la bienvenue. Allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait tenir no sorte. Forte pus, parça, bigode, trote. É aquelas que dá chama. Renouer avec tout. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de Un Grand Team. On rappelle la question LGT de ce soir, bien sûr, éléphant. Quelle leçon tirez-vous de la campagne marocaine pour nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. Place à présent à spécial bilan quart de finale. La Côte d'Ivoire s'est inclinée en quart de finale de la CAN 2025 face à l'Égypte, ainsi contraint bien sûr de céder leur couronne il y a 2 ans, remportée ici en Côte d'Ivoire. Allez, on ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédac. La sélection égyptienne a mis fin au rêve ivoirien de décrocher une 4e étoile samedi dernier au stade Adrar d'Agadir en quart de finale de la CAN 2025. Les pharaons, admirables de maîtrise tactique et de réalisme, ont rapidement exploité 2 erreurs individuelles pour prendre une avance confortable au tableau d'affichage grâce à des réalisations d'Omar Marmouche et Rami Rabia. Alors que les éléphants pensaient revenir dans la partie suite à un but contre son camp d'Ahmed El Foutou avant la mi-temps, ils vont malheureusement retomber dans leur travers en seconde période en concédant un 3e but marqué par Mohamed Salah. La réduction du score par Guiladoué ne suffira pas. Malgré une domination concrétisée par 72% de possession de balles et 15 tirs dont 10 dans la surface de réparation, les éléphants sont tombés au stade des quarts de finale face à leur bête noire. En 5 matchs, le sélectionneur Emers Faé et ses poulains ont enregistré 3 victoires, un nul et une défaite pour 10 buts marqués et 6 encaissés. Des joueurs comme Amad Diallo et Christ Inao Oulaï se sont affirmés. Quelle leçon peut-on tirer de cette campagne marocaine à 6 mois de la Coupe du Monde? Quels sont les points positifs et les axes d'amélioration? Allez, avant de commencer les discussions ici en plateau, je vous présente bien sûr le parcours et les statistiques des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2025. Allez, premier match des éléphants, c'était contre le Mozambique, victoire des Ivoiriens 1-0. Match nul contre le Cameroun, 1 but partout. Victoire contre le Gabon 3-2. La Côte d'Ivoire bat bien sûr le Burkina Faso 3-0. Et puis en quart de finale, battu par l'Égypte 3-2. Bilan 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite pour la Côte d'Ivoire. C'est 10 buts marqués, 6 buts encaissés, 2 clean sheets.
Et puis, au niveau des buteurs, Amad Diallo, meilleur buteur pour la Côte d'Ivoire, 3 buts. Bazou Touré, 2 buts. Crasso, Guessant, Yann Diomandé, Guéla, 1 but. Les passeurs, Opéry, 2 passes pour Opéry. Franck Kessier, Ghislain, Conan, Wilfried Zaha, Evan Guessant, Amad Diallo, 1 passe. Messieurs, quelles leçons tirez-vous de la campagne marocaine des éléphants de Côte d'Ivoire? On va commencer avec Rach. Moi, jusque-là, j'ai un sentiment très mitigé. J'ai pris, comme le dit le jeune Ivoirien, j'ai pris ma dose au coup de sifflet final, mais je me suis vite remis, 30 minutes après. J'ai compris qu'on était vraiment en sport que le plus fort a gagné. La meilleure équipe a gagné, la meilleure équipe était l'Égypte, face à une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Il y a une différence à faire. Et il nous a manqué de la profondeur au niveau de notre banc. On se plaignait, on disait que Faye n'avait pas son équipe type. Oui, Faye a eu son équipe type face au Cameroun. Oui, un peu comme face au Cameroun. L'équipe type même est sortie face au Gabon et le Burkina. Mais derrière tout ça, Faye savait qu'il n'avait pas des pièces de rechange capables d'aller propulser notre moteur. Et tout est parti, je pense, dans cette prélice qui a posé problème. On n'a pas eu le courage de doser notre effectif, de rafraîchir notre effectif, et il est parti avec un éléphant dont la colonne vertébrale était vieillissante. Et à partir de là, les matchs, vous savez que la CAN est très dure par rapport à l'Euro, même par rapport à la Coupe du Monde. En 2 matchs, vous pouvez être usé. Et lorsque il s'est agi de jouer sur haut niveau ce match qui avait un caractère de Coupe du Monde, notre capacité de réaction a manqué. Les Égyptiens, eux, savaient qu'on commence difficilement les matchs et très tôt il fallait attaquer. Si on marque, on vient tous derrière. Ils ont reçu leur plan. Je pose la question, est-ce que notre banc a étudié comment coincer l'Égypte en cas de cas? Monsieur Oussane Hassan a joué le système de chez Atta. 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, mais les 5 milieux devant des entraîneurs, les 5 milieux, il y a 2 qui sont véritablement des latéraux, qui viennent boucler les couloirs et qui repartent au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous êtes en face de 5 milieux de terrain? Faire la passerelle comme le Cameroun, jouer coup avec des fautes à provoquer, il manquait donc la rélecture de notre camp. Mais je suis content pour Faye et son groupe parce que pour moi, l'équipe en train de venir, je ne vais pas faire injure à cette équipe qui a gagné la Coupe pour nous en 2023. Mais comparaison n'est pas raison. Cet effectif-là, qui sont en quart de finale, est au-dessus de celle qui a gagné la Coupe d'Afrique. Ça, je le dis sous le contrôle des entraîneurs. Pourquoi? Parce que cette équipe-là a de la fraîcheur, a de la technique, a du talent. Il reste maintenant à tamiser pour repositionner certains joueurs. Et à la Coupe du Monde, on va créer encore cette merveille-là. Tous vont nous attendre parce que quand vous avez des pépites comme les Amad, Inao et bien d'autres, il y a d'autres jeunes, d'autres pépites qui tapent encore et qui frappent à la porte de la Côte d'Ivoire. Je pense à la fenêtre de mars, on va voir, on aura une idée de cette équipe qui ira à la Coupe du Monde parce qu'il faut encore tamiser, que des joueurs aient le courage de dire coach, pour la Coupe du Monde là, je m'assois. On ne va pas en tourisme, on va pour confirmer. Ça sera difficile pour les joueurs, même quand vous les remplacez. Ils ont envie de jouer. On va prendre la direction de Sipilou, retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonjour, M. Diomandé, pour ne pas dire bonsoir. Bonjour, comment va? Ça va super bien, vous? Oui, je suis pratiquement en main. Ok. Vous avez des mains. Bon, je salue tout le peuple entier. Oui, M. Diomandé Mamadou, la question était de ce soir, bien sûr, CAN 2025. Quelles leçons tirez-vous de la campagne marocaine? Bon, le jour où vous vous souvenez bien, avant le match, je l'avais dit, avec l'émission, j'ai dit dès les 15 minutes, si la Côte d'Ivoire reste concentrée, et que si la Côte d'Ivoire se fait confiance, et qu'ils ont tranché la France dans les 15 minutes, j'ai dit qu'ils vont briser le mythe égyptien. Mais malheureusement, c'est pas tout suivi. On a vu déjà dès la 6 minutes, les gars, ils ont mis. Dès qu'on se retrouve, ils mettent le break. Et puis à 2 minutes encore, les 6 minutes encore, ils mettent le 3 minutes. Donc franchement, la chose que j'ai dit à M. Faye, c'est un grand entraîneur, mais souvent il n'est qu'à voir la lecture du jeu, c'est très important. Mais le match qu'il a fait, c'était un grand match. J'ai dit ceci chapeau à Ahmad,
et à Inao et à Djomandé. Mais vraiment, il devait commencer d'abord le match par Diakité et l'autre comment on appelle, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, et puis Diakité devait commencer. Et puis, parce que les émissions ont mis leur plat tactique contre Ahmad et Djomandé. Oui. Et si on fait la surprise, on mettait le Rourou et Zaha, et après maintenant, Ahmad et Djomandé rentraient, je crois, directement dans le piège. Mais vraiment, on n'a pas de problème dès les 15 minutes. Mais hélas, c'est qu'on tire comme le son, et ça va aller, les Chines ont encore de l'avenir, ils ont le talent, on ne fait que prier pour dans 6 mois qu'ils se retrouvent. Et puis maintenant, demander à Franck Essier, franchement, d'ici, il est fatigué, qui dit il ne peut pas se courir de 2 mains pour lui fatiguer. Et puis maintenant, il va sur le banc, mais comme un conseiller technique. Donc, bon, ça, on ne pas pour la Suisse, et on a ensemble. Bon nuit. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. On va commencer avec Oumar Diakité et bien sûr Wilfried Zaha. Ah, ça allait chauffer ici en Côte d'Ivoire. Allez, moi je pense qu'on avait une très belle équipe. Oui, c'est ça, on respecte sa proposition, mais j'imagine la réaction des Ivoiriens parce que l'équipe que Faye a proposée est une très belle équipe. Mais c'est parce qu'en face, Jean-Philippe, il y a l'Égypte. L'Égypte, c'est pas le Burkina Faso. Mais écoutez, avant le match, je pense que sur ce plateau, il a été demandé à tout le monde d'essayer de proposer une équipe type. On avait tous donné la même équipe que Faye. Donc aujourd'hui, on passe le dédire en disant que non, Faye s'est trompé dans le choix de ses hommes. Non. Sur le choix des hommes, il n'y a pas d'erreur. Mais comme la question est très bien posée, quelle leçon tirez-vous de la campagne marocaine? Je pense que la leçon à tirer se retrouve même dans les propos du président de la fédération qu'on a pu voir surtout depuis quelques jours ou quelques heures sur les réseaux sociaux. Il a dit 2 choses fondamentales. Il a dit dans un premier temps, j'ai vécu avec vous, j'ai vécu toutes les causeries de groupe. Nous savons ce que l'entraîneur a dit avant le match. Il a insisté sur la concentration. Et ensuite, il a chuté en disant que des leçons, pour ne pas dire des leçons seront tirées au plan technique concernant l'échec. Parce que c'est un échec, il a dit, même si pour lui, ce n'est pas un échec, c'est un échec par rapport à l'objectif qui avait été assigné. Mais il faudrait tirer les leçons techniques de ce qui s'est passé. Donc, quand le président le dit, nous, on peut faire une analyse, mais il est évident que n'étant pas présent pendant la préparation du match, n'étant pas présent pendant la causerie d'avant-match, on ne peut pas avoir tous les éléments nécessaires. Donc, notre analyse doit se baser sur l'ensemble des paramètres, notamment de ceux qui étaient présents. Donc, moi, je l'ai dit déjà, après les propos du président, je considère donc que le premier péché que l'équipe a eu à commettre, c'est un péché de concentration. Et ça, ce n'est pas directement lié comme on appelle, à l'entraîneur. Et comme il a dit, et comme on a pu le constater, dès la 4e minute, on encaisse un but. On encaisse un but parce que les joueurs de l'équipe nationale ont toujours eu cette habitude de penser que tous les adversaires vont les laisser rentrer dans leur match petit à petit, placer leurs différentes bases et puis venir les presser. Alors que quand on regarde toutes les rencontres des quarts de finale où les équipes de l'Afrique du Nord ont affronté les équipes d'Afrique subsaharienne, toutes ces équipes ont essayé de mettre en place un pressing très haut et puissant pour rapidement marquer un but. En début de match, nous aspirer et nous contrer. La seule équipe qui a réussi à ne pas subir ce style de jeu-là, c'est le Nigeria, qui dès l'entame du match a mis l'impact physique et a empêché les Algériens de respirer. Donc on savait que l'Égypte allait le faire. Et même si on va au-delà de cette compétition, si on regarde pour tous ceux qui ont encore en mémoire les matchs, les confrontations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ça a toujours été comme ça que l'Égypte nous a battus. Un pressing haut, ils exploitent nos moindres erreurs, ils marquent et ils nous aspirent. Ce match-là, quand j'ai vu son début, ça m'a fait rapidement penser à une rencontre, la seule rencontre d'ailleurs que Faye a eu à jouer avec l'équipe nationale face à un pays arabe, notamment, puisqu'il y a Oman, mais Oman c'est une petite nation. C'était face à l'Arabie Saoudite. On se rappelle tous de ces images. Dès les premières minutes, pressing haut des zones d'Hervé Renard, erreur de Geoffrey Bamin, il récupère le ballon, il marque. Ici, c'est pareil. Mauvais contrôle des caissiers, mauvais placement de Kosonou. Marmouche, il prend première occasion à la 4e minute, on ne tergiverse pas. Et après, du moment où on est obligé de courir derrière le score, on est obligé de s'exposer. Donc, pour moi, déjà, comme je le disais, la première erreur qui a été commise sur ce match, ça concerne la concentration. Maintenant,
sur la compétition, je pense que... Allez, on va prendre monsieur Jacques de la Riviera Faya, Aka Jacques, et on revient juste avant vous. Bonsoir, monsieur Aka Jacques. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Super. La question LGT de ce soir, bien sûr, CAN 2025, quelle leçon tirez-vous de la campagne marocaine? D'accord, déjà, je tenais déjà à dire... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, on a du mal à vous entendre. Je tenais à dire bonsoir à tous les membres du plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. L'analyse que moi je peux faire de cette campagne marocaine, c'est qu'on a manqué de concentration à un niveau très élevé. Un peu plus fort, s'il vous plaît, un peu plus fort. La CAN, c'est une compétition, entre guillemets, très relevée. Et là, il fallait l'aborder d'une autre manière, puisque c'est un quart de finale contre un rival historique qui a l'habitude de nous malmener. Et je sous-entends aussi que Faye n'a pas, entre guillemets, donné le ton à ses joueurs de sorte qu'ils puissent entamer la rencontre de la meilleure des manières. Sur le premier point, on constate que c'est une erreur de notre capitaine, on ne va pas l'accabler. Mais c'est l'intensité et puis au niveau mental que les Égyptiens ont bouffé les éléphants, si on peut dire ça ainsi. Allô, monsieur Aka Jacques? Oui, allô? Parlez un peu plus fort, on a du mal à vous entendre. Oui, je disais comme ça que les Égyptiens ils nous ont bouffé mentalement. Et ce truc-là, le coach... Allô? Allô? Monsieur Aka Jacques? Allez, on a perdu monsieur Aka Jacques, bien sûr. On poursuit notre émission. La question LGT CAN 2025 éléphant. Quelle leçon tirez-vous de la campagne marocaine? On va terminer avec Jean-Philippe Auria. Rapidement, comme je le disais, maintenant, sur la compétition en elle-même, là, on a parlé du match et ce qui nous fait sortir, mais sur la compétition, il est évident que les difficultés que Faye a eu à faire rentrer des joueurs pour essayer de changer la dynamique de la rencontre, laisse présager qu'au niveau du bon de tous, sûrement qu'on n'avait pas les bonnes pièces de réchange pour répondre aux défis tactiques qui étaient mis en place par Oussama Hassan. C'est là où je me dis que pour les compétitions à venir, il va falloir véritablement constituer un groupe qui soit à même de pouvoir répondre à toutes les problématiques qui un groupe interchangeable. Voilà, qui pourront poser à l'entraîneur. Mais ça, on aura largement le temps de décortiquer la compétition. Coach Rigaud, quelle leçon tirez-vous de cette campagne marocaine? Bon, je pense qu'on a bien commencé, on a dirigé notre poule, mais c'est à partir du second tour que ça s'est compliqué un peu. Je pense qu'on est resté un peu trop dans l'euphorie du Burkina Faso. Oui, de 3-0, ça nous rendrait trop beau. Et quand tu es beau contre l'Égypte, c'est là qu'eux, ils frappent. Dans la stratégie, c'est quoi? C'est nous qui quittons Marrakech. Ouais. Voilà, le fait qu'on quitte Marrakech, on fait 2 heures de route, déjà ça pèse. Il aurait fallu déjà... Ça, quand c'est comme ça va jouer sur votre entame de match. Donc, on devait vraiment préparer ça. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous quittez un autre lieu où vous arrivez dans un nouveau lieu. Les éléphants, ils sont lents à se réveiller. Et ça, on l'a vu contre le Mozambique. Voilà. Quand ils arrivent dans un coin... On démarre difficilement nos compétitions. Ils sont au diesel. Ouais. Et ça, les Égyptiens, eux, de leur côté, ils savent qu'ils ont fait un Zimbabwe. Zimbabwe les menait. Ouais. Ils sont allés chercher le résultat. Donc, déjà, il y a la première fatigue. Deuxièmement, ils croisent l'Afrique du Sud. Ils sont fatigués par le match sud-africain parce qu'ils venaient à 10 contre 11. Donc, ils sont dans la fatigue. Troisième match, ils font un match nul où vraiment c'était tiré par chose. Maintenant, le quatrième match même où ça va chose, le huitième de finale, ils vont aux prolongations avec le Bénin. Donc, eux, ils savent qu'ils sont fatigués. Ouais. Ils sont fatigués, que la deuxième partie du match va les laisser, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont maximisé leur entame de match. Et vous avez vu, à chaque moment qu'ils ont accéléré, nous, on leur a offert un but. Pourquoi on leur a offert un but? Parce que nous, on n'a pas su gérer ce entre-temps. De Marrakech, venir s'installer à Gadir. Donc, moi, j'ai trouvé que ce match-là, il nous fallait encore un jour de plus pour qu'on soit dans ce match-là. Parce que le match est venu trop tôt. Et ça, vraiment, je l'ai senti dès l'entame. Les gens n'étaient pas concernés mentalement, d'autres n'étaient pas là. Et puis, de deux, sur le plan athlétique, d'autres ne répondaient pas. Voilà, et quand on l'a senti, hein, voilà. Maintenant, deuxièmement, les éléphants, dans ce match, ils ont eu un problème de leader. Voilà, ces gens de match, c'est vrai, il y a une nouvelle génération qui a porté le match contre le Gabon pour sauver la face. Après, la même petite génération a porté le match contre le Burkina. Mais ce genre de match-là, contre l'Égypte, ce n'est pas les jeunes-là qui vont jouer. Il fallait que l'ancienne génération qui a déjà l'expérience de la Coupe d'Afrique, qui a cette résilience de la Coupe d'Afrique,
en Côte d'Ivoire, là, prennent le devant. Mais qui? Ça nous a manqué, ces hommes-là. Donc, c'est une leçon à tirer pour les prochaines batailles. Et quand on quitte une ville pour arriver dans une autre ville, il faut tout de suite mentalement... Hugo, pour ma gouverne et pour la gouverne des téléspectateurs, en 2 heures de temps, vous l'avez dit? Oui, oui. Est-ce qu'il n'était pas... Ils font le bus, ils ne font pas avion. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas utile de rester à Marrakech et faire la route pour aller faire le match? Je prends un seul exemple. L'Afrique du Sud, en son temps, était basée à Yamoussoukro, prenait son vol à Yamoussoukro pour aller jouer au Burkina et revenir. Nous, on a 2 heures de route. Est-ce qu'il ne fallait pas rester à Marrakech? Donc, ça va faire partie des leçons à tirer prochainement parce qu'on s'est mal installé dans le match. Et ça, les Égyptiens, eux, ils ont maximisé cette entame-là. Je voyais leur coach en conférence de presse qui parlait des défis, qui parlait de combattants, qui parlait d'avoir un secret que la Côte d'Ivoire n'a pas, de connaître la faiblesse de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'au sein de la zone, il était sûr de sa chose. Et à chaque fois qu'il a poussé, il a eu gain de cause. Et moi, j'ai vu la concentration, le manque de fraîcheur et puis le manque de charisme. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un incarne cette révolte-là. Comme contre le Gabon, on a vu les gens sortis du banc incarner cette révolte-là pour nous faire revenir, mais on n'a pas vu ce gars qui pouvait porter cette équipe-là. Et malheureusement, c'est ce ressort-là qui est cassé. Ça donne vraiment, ça donne servir de leçon dans les prochaines batailles. Et au fur et à mesure, je pense que cette équipe-là, on sait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Il faut continuer à rajeunir cette équipe. Moi, je suis content. Mais il faut vraiment trouver un leader d'attaque. Parce que ce leader d'attaque, on ne peut pas aller en demi-finale de Coupe d'Afrique sans avoir un tueur devant. Voilà, on ne peut pas avoir dans le milieu de terrain, on ne peut pas avoir une seule rondelle ou bien tant. Il faut vraiment apporter cette vivacité. Parce que là, on va au mondial, ça va aller 2 fois plus vite. Voilà, il faut des joueurs qui sont dans le profil de Inao. Il y en a. Voilà, donc voilà un Allez, peu... coach Rigo, on va prendre bien sûr notre ami Dabobo, on revient juste après. À vous, Doumbia Isiaka, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bonsoir à vous. Super. Allez, la question LGT de soir, Cannes 2025, quelle leçon tirez-vous de l'expérience marocaine? Bon, tout d'abord, je voudrais, vous allez m'excuser du thème. Moi, je pense que... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Moi, je pense que, ça nous a montré un peu ses limites. Excusez-moi du thème. Voilà. Quand je regarde sur, par exemple, l'Égypte, depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, l'Égypte nous bat de la même manière. Avant même le match, à la veille, Kone Aruna, footballeur ivoirien, a fait une vidéo. Oui. Et il a même expliqué pour dire l'Égypte nous a toujours battus de la même manière. Et je suis sûr que demain, ça sera la même chose. Donc, faisons attention, parce qu'ils ne vont pas jouer. Ils vont nous laisser jouer et nous gagner facilement avec des comptes. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, moi, je me dis quoi? Payet avait le temps, au moins à 20 ou 25 minutes de la fin, mais il y avait des cartes en main. Il y avait Touré, il y avait Zamel qui pouvait lancer dans le jeu. Mais il ne l'a pas fait à 89 minutes. Bon, moi je pense aussi, au-delà de ça, il y a des joueurs même, comme l'autre a dit sur le plateau, ils doivent se reposer. Parce qu'ils n'ont pas le même rythme que les joueurs, que les jeunes. Amad Diallo, Yang et Inao. La question ne tient plus, ils ne tiennent pas avec ses enfants. Voilà, moi je pense qu'il y a certains qui doivent se reposer et Faye doit quand même aller un peu plus loin à vraiment étudier les matchs. Donc, c'était ma contribution. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Doumbia Isiaka, qui nous a appelé la commune d'Abobo. Allez, coach, pour terminer. Oui, et chose, c'est vrai, il y a une nouvelle génération, mais les anciens, il faut apporter de la qualité. Déjà, quand on regarde dans le groupe, il y a d'autres qui sont usés. Ils ne diront pas qu'ils ont utilisé les 6 défenseurs centraux qu'ils ont pris. Willy Boli n'a pas joué. Ils ont pris 6 défenseurs centraux. Et les 6 défenseurs centraux, c'est-à-dire que c'est 4 seulement qui ont joué. Donc, il y a d'autres qui n'ont même pas servi. Donc ça, dans les prochaines sélections, c'est trop plein. On peut chercher à initier des attaquants. Voilà, parce que les attaquants, là, il faut en chercher. Il faut qu'on ait des leaders. Dans le milieu de terrain, il faut parfumer le milieu de terrain pour que le milieu de terrain soit plus vivace. Et ça, c'est des secteurs, c'est des réformes, c'est des décisions à prendre. Et puis, le cycle des joueurs, là. En équipe nationale, vous voyez, Benzema est là. Mais on ne l'appelle plus en sélection. Son cycle est fini en équipe nationale. Il faut que, chez nous aussi,
D'autres sont là, c'est vrai, dans leur club ils jouent, mais que leur cycle soit terminé en équipe nationale pour ouvrir le cycle des jeunes. Vous voyez, Inao, ces jeunes-là, il y en a plein, hein, de très bons, voilà, qu'on peut déceler et intégrer pour vraiment faire un bon mondial. Mais ça dépend des décisions qu'on va prendre par la suite. Voilà. L'équipe nationale n'est pas un club. Allez, on va écouter à présent coach Koudounia Adélaïde. Oui, des leçons à tirer de cette campagne? Les autres l'ont déjà dit, il y a beaucoup de leçons. Mais aujourd'hui, ce que moi je peux dire, on a trop dormi sur notre laurier de on est favori, on est champion. Mais face à l'Égypte, on n'est jamais favori. On est champion. Ah, et puis, la question que je me pose, parce que le coach a dit, on savait, on sait, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on a quelqu'un qui a une stratégie pour nous dominer à chaque fois? Qu'est-ce que nous, on doit faire pour l'éviter et le battre sur le terrain? Et le contrer. Et le contrer. On a sur le banc de touche des joueurs qui n'ont pas joué, comme le coach Gervais l'a dit. Qu'est-ce qu'on attend d'aider ces jeunes révélations, c'est-à-dire Inao, Yann, même dans le milieu, avec Kessié, qui avait des difficultés de s'exprimer ce jour-là. Qu'est-ce qu'on attend de faire un sacrifice de Kessié pour mettre soit Fofana ou une autre personne pour aider les deux enfants qui débordent sur le côté parce qu'ils étaient fermés carrément dans le milieu. Maintenant, comment entraîner, c'est-à-dire faire bouger les 5 qui sont les 5 Égyptiens qui étaient dans le milieu, qui nous empêchaient d'ouvrir le jeu et d'aller vers l'avant. C'est ça le problème. C'est vrai qu'il ne faut pas accuser l'entraîneur, mais quelquefois, c'est aussi là le hic où, au moment où le coach doit réagir, il n'a pas pu. On ne l'accuse pas, on le laisse, mais prochainement, qu'il prenne ses décisions au plus vite. Allez, bien sûr, le sélectionneur Emers Faye s'est exprimé au micro de nos envoyés du côté du Maroc. On écoute. Non, je pense que notre entame de match, elle nous a mis dans les problèmes. Ce premier but, il vient tôt, il vient suite à une erreur individuelle. Et on savait, on était avertis, on savait que cette équipe-là, elle allait nous attendre. Elle allait tout faire pour déjouer, elle allait tout faire pour nous contrer. On savait que dès qu'ils ont une opportunité, ils sont très très efficaces, très pragmatiques. Ils l'ont encore démontré ce soir. C'est vrai que nous, on va dire, on perd encore contre cette équipe de la même manière encore. Et c'est dommage pour les joueurs, c'est dommage pour l'équipe, pour le parcours. Mais voilà, ils ont fait un match à l'égyptienne et puis ils ont su gagner et profiter de nos erreurs ce soir. Le capitaine Franck n'était pas dans un jour de grâce, pourquoi vous avez tardé à le sortir? Bon, après c'est des choix tactiques. C'est vrai que sur le coup, on essaie de réfléchir de la meilleure des manières. Après, des fois, on fait des changements vite, des fois on garde un peu de temps. Donc bon, ça c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. C'est dur de trouver les mots, mais bon, ça reste le foot. Aussi, quand tu gagnes, t'es très heureux. Quand tu perds aussi, c'est douloureux. Mais bon, c'est le football et on reste quand même des compétiteurs de haut niveau. Ça fait mal. Après, sorti contre l'Égypte encore, bon, c'est arrivé, c'est clair. On avait quand même un peu de place. Donc, t'as tellement de frustration parce que c'était possible. Mais bon, ils ont été tueurs, ils ont concrétisé toutes les occasions qu'ils ont eues. Ça leur a permis de prendre l'avantage, comme on l'a fait le match précédent. Et félicitations à eux, tout simplement. Félicitations. Allez, comment le public sportif ivoirien a vécu ce match Égypte-Côte d'Ivoire, on regarde.
vraiment, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Les Ivoiriens se sont battus comme ils pouvaient. Ils avaient assez d'occasions qu'ils n'ont pas concrétisées, mais c'était bon. On a la foi qu'on va gagner. Parce que la première mi-temps qu'on a vue, on va gagner. La première mi-temps était un peu difficile, mais la nation est remontée, on va gagner. Ils n'ont pas dit son fort, on l'a gagné cette année-là, c'est fini quoi. Aujourd'hui, c'est nous, on sera les bêtes noires. Déjà, on a déjà commencé. Ils ont mis 2 buts, nous on va mettre 2 encore pour compléter. Si pour nous, ça fait 3-2. La deuxième mi-temps là, ils vont nous sentir, c'est clair, on sortit dans le dos. RAS, rien à signaler, on est prêts. Je ne suis pas découragée, mais je suis émue parce que la Côte d'Ivoire a tout donné. On a perdu, ça nous fait mal, mais on a vraiment tout donné. Les parents de 1970, tout ça, non, on est les enfants de 1999-2000. On ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas que l'Égypte, là, c'était comme ça. Maintenant, là, moi, je suis fière de ma patrie. Je suis fière de mes joueurs. Il est mal. On aurait pu gagner, mais c'est Dieu qui a voulu. La défense n'a pas été bonne. La défense... Non, calmez-vous. C'est un jeu d'équipe. C'est un jeu d'équipe. C'est pas question seul qui a joué, mais la défense n'a pas été bonne. La défense n'a pas été bonne. Vous savez qu'on joue contre l'Égypte. Nous, on a un gros cœur. On a un gros cœur. On ne sait pas son haut. On a gagné. C'est qu'on gagne 4 étoiles. On a un gros cœur. On joue contre l'Égypte. Jouez bien. Vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Franchement, ils ont très bien joué cette CAN et le défaut, sinon on dira le hic. Depuis le début de cette CAN, il est toujours dit à mes amis, sinon à ceux avec qui on suivait le match, que Faye n'a pas la lecture du match. Tout a été parfait, sauf qu'on a eu des failles déjà au milieu de terrain. La Côte d'Ivoire a toujours manqué d'attaquants depuis le temps de Drogba Didier. Voilà, on joue un ballon sans attaquant. Maintenant, on revient en défense. En défense, tout a été parfait. Juste, il y a eu des manqués. Quand on revient au poteau maintenant, de la part de Yaya Fofana, franchement, si l'équipe n'est pas bonne, on doit compter sur le gardien. C'est vrai qu'il y a la déception et tout, mais je voudrais dire que, mine de rien, cette année, les éléphants se sont quand même bien battus. Contrairement à la CAN passée, ils se sont quand même bien battus. Je n'ai pas suivi la première période, mais apparemment, on a pris un but à la 3e minute. Je veux dire que c'est vrai qu'on a fait certaines erreurs et on souhaiterait tous être qualifiés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais en voyant beaucoup d'ondes positives aux éléphants, parce que mine de rien, au sein de cette équipe, il y a des joueurs comme Inao, Amad Diallo qui disputent leur première CAN. Et déjà, là, on voyait des ondes négatives, la colère et tout, ça sera vraiment les déstabiliser. N'oublions pas qu'après cette CAN, on a la Coupe du Monde à affronter. Et puis voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le match, on a très bien joué. Et je remercie les éléphants par l'effort qu'ils ont fourni. Parce que là, c'était une équipe, c'est pas facile. C'est l'Égypte et c'est une grande nation de football. Et on a fait tout notre effort, tous les efforts qu'on pouvait faire. Mais vraiment, je remercie quand même les éléphants. C'est par la grâce de Dieu, ça n'a pas marché. Sinon, le match, on a très bien joué. Très bien joué. Mais par rapport à l'Égypte, c'était pas facile. Ça, il faut reconnaître ça. Allez, des images de Vessoum et Patrick Kema. À présent, place à notre rubrique Le Point. À présent, bien sûr, les résultats du programme des quarts de finale. Bien sûr, on commence avec, bien sûr, les résultats. Mali a été battu par le Sénégal 1-0. Le Cameroun battu par le Maroc 2-0. L'Algérie a été battue par le Nigeria 2-0. La Côte d'Ivoire a perdu contre l'Égypte 3-2. Au niveau du programme des demi-finales à présent, eh bien, mercredi 14 janvier 2026, à 16h, on aura Sénégal-Égypte, à 19h, Maroc-Nigeria. Rachin Guessan, Sénégal-Égypte. Oui, c'est un bon petit match. Il n'aura pas le niveau mondial, mais quand on parcourt nos archives, il est difficile pour moi de voir l'Égypte en carré et sortir du carré. Donc, est-ce que les Sénégalais auront le coffre pour freiner ces pharaons-là? On verra. Ils ont gagné le Mali. Le fait majeur de leur victoire ou bien de la défaite du Mali, c'est que
au Mali, au lieu de se concentrer sur faire le bilan d'un échec, ils sont à la recherche d'un marabout. Bon, ça, c'est un autre fait. Donc, ce match-là, ça va être très tactique, très technique. Sur la lancée des pharaons, peut-être ils ont récupéré tout à l'heure au micro, vous parlez des préparateurs physiques. Ça nous a manqué. Et peut-être on prend M. Diallo au mot, le président. Si on doit aller en profondeur pour voir l'aspect technique, qu'on aille chercher l'ancien préparateur de la SEC Mimosa qui nous a donné du coffre et du bon dosage lors de notre CAN gagné ici à la maison. Faye a voulu faire plaisir à un de ses amis, mais qui n'est pas bon préparateur. Ça, il faut le dire tout cru. En revenant au match, je souhaite que l'Afrique de l'Ouest s'invite à la finale. Ça va être difficile. Cette Égypte-là est certes fatiguée, mais le Sénégal peut jouer le coup pour nous venger. Rachid, sans pronostic, Sénégal-Égypte? Honnêtement, je vois le Sénégal. Sénégal. Coach? Moi, avec tout ce que j'ai vu pour l'Égypte, je suis encore dans le doute, mais comme le Sénégal est de notre pays, donc je préfère le Sénégal. Coach Rigaud? Ouais, dites aux Sénégalais d'éviter de ne pas rentrer vite dans le match. Ouais. Et qu'ils se servent des leçons de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se sont fait mener même par le Bénin. Ça, vraiment, il faut qu'ils évitent ça. L'Égypte, là, s'ils te mènent, c'est fini. Voilà. Jean-Philippe Boria. Non, je vais aller au sens de ce qui a été dit. Je pense que l'Égypte va battre le Sénégal. Moi, j'ai regardé le match du Sénégal face au Mali. Mon seul problème, quand j'ai vu la défense sénégalaise avec le capitaine Khalidou Koulibaly, je vois la vitesse d'exécution d'un Omar Marmouche. Je pense que ça va être le point faible du Sénégal. Donc, à condition de changer la défense centrale et de mettre des hommes qu'il faut, le Sénégal... Maroc-Nigeria pour terminer. Maroc-Nigeria dans un mode... Pas d'analyse. Maroc, vous faites le choix. Bon, le Nigeria. Le Nigeria. Rachid, Maroc-Nigeria. Maroc. Maroc-Nigeria. Nigeria. Coach Rigaud? Non, Maroc, ils vont mettre tous les ingrédients. Allez, place à notre prochaine rubrique, bien sûr, le top but de la CAN. Il y a Grasso également pour aider Evan Guessant dans la conquête aérienne du ballon. Ah oui, les éléphants de Côte d'Ivoire en cette 73e minute reviennent petit à petit dans le match. Et peut-être. Eh oui. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Avec Jean-Philippe Tracho sur ce travail préparatoire de Chris Rafinali Naoulaye. On est obligé d'avoir les mains en poche, hein, sinon. Guéla. Il contrôle. Ce petit ballon Franck Kessié. Ça ne passe pas. Bonne défense pour Kinabé. Attention, ça va profiter. Oh! Goal! Qu'est-ce qu'il réclame? Les joueurs burkinabés, on va attendre de voir ce qui s'est réellement passé avant de dire quoi que ce soit, mon cher Ballot. Ouais, magique, Amad Diallo, on va revoir dans un trou de souris. Il s'est glissé incroyablement entre trois défenseurs. On va revoir ce qui s'est passé. Mais c'est un joueur majestueux. Il démontre toute l'étendue de son talent dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Du terrain, c'est l'heure du moment. Et là, elle est plutôt favorable aux éléphants de Côte d'Ivoire. Amad. Et cette frappe. Goal! Demandé 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 32e minute. Ouais, récompensé de ses efforts. On va revoir ce but plein de malice de la part de Yann Diomandé car il met à l'intérieur du pied pour bien placer ce ballon. Et sans doute que Samuel Eto'o attend une prochaine confrontation face aux Lions indomptables. Entre-temps, les éléphants font le boulot. Nada. De côté. Perry.
Centre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement côté ivoirien? Non, non. Ballon ouvrir l'œil. La première alerte dans cette deuxième. Goal! Amad Diallo pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Puis, le ivoirien. Oh! Et l'égalisation. L'égalisation ivoirienne. L'égalisation ivoirienne. Aïe, Guessant, ce bon jaillissement entre ça. Ouais, il faut savoir que quand même le jeu était axé vers le côté d'Amad Diallo. Aïe, ce ballon est bon. Ce ballon, Amad, il va revenir. Oh! Amad Diallo, quel ballon ouvragé de l'intérieur du pied gauche. Et cette fois, ça fait mouche. Et Bazoumana Touré pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y va tout seul. Bazoumana va-t-il finir son action? Bazoumana, goal! Mais quel joueur! Ça fait 2 buts consécutifs pour lui en 2 matchs.